francophone. La conséquence, c'est que il y a un certain nombre de paramètres qui vont peser sur cette recherche du précédent étranger par le juge. Et il me semble qu'un des premiers paramètres, c'est la formation du magistrat. Il y a un réflexe culturel en réalité en termes de formation, et on est au cœur là, de nos problématiques. Un réflexe culturel, évidemment, quand le magistrat a été formé dans les droits francophones, avec des écoles de formation francophone, il aura naturellement tendance à recourir à des précédents de droit continental, plus qu'à des précédents de common law. C'est très clair, c'est mécanique. Il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré. Il y a aussi un argument en termes de diffusion du droit, et on est en plein dans nos problématiques, et en termes d'accessibilité du droit. Évidemment, le juge va recourir à la décision étrangère à partir du moment où il va la connaître, à partir du moment où il va en avoir connaissance. S'il n'a pas accès au droit, eh bien, la décision de droit étranger ne sera pas importable par le juge suprême. Et c'est l'occasion ici de souligner tout le travail qui est fait par la JUCAF, à travers la base Juricaf et à travers le rôle d'autres réseaux institutionnels de la francophonie. Au terme de ce raisonnement, je dirais que l'intérêt essentiel, pour conclure cette première partie, l'intérêt essentiel du recours à l'argument de droit étranger, c'est un intérêt en termes d'autorité pour la Cour suprême. Parce que s'il n'y avait pas d'autorité du précédent étranger, il n'y a aucune nécessité à entamer ce travail d'importation des décisions étrangères. Et l'autorité, je pense qu'on peut l'identifier à trois niveaux d'autorité du précédent étranger. Premier niveau, une autorité simplement persuasive pour la Cour qui va importer ce précédent étranger. Et là, je me référerai encore une fois aux décisions de la Cour suprême du Canada. Deuxième niveau d'autorité, une autorité plutôt informative. L'argument de droit étranger va venir éclairer les débats de la Cour suprême qui l'a importé. Et puis enfin, troisième niveau d'autorité, le plus fort, l'autorité du précédent étranger peut être contraignante. Et je me place ici notamment dans le cadre des systèmes de coopération ou d'intégration, où, en raison du dialogue des juges et de l'autorité des décisions de justice de la Cour suprême, le fait d'importer un précédent étranger va évidemment avoir une autorité bien plus forte qu'une simple autorité informative, parce qu'on est dans une sorte de dialogue en réseau qui découle de ce phénomène de, je dirais, judicial globalization, en fait. Tout ce que je viens d'indiquer pour l'argument de droit étranger me semble, et c'est le deuxième point du raisonnement, et je vais aller vite, me semble aussi transposable pour un deuxième type d'argument, un deuxième type de justification, c'est, grand 2, l'argument conséquentialiste, ou la prise en compte par les juges suprêmes des paramètres contextuels, des paramètres extra-juridiques. Cet argument conséquentialiste, ce n'est pas un argument qui est tout à fait inconnu des juges de common law, en réalité. Et je voudrais le montrer dans un premier temps. En réalité, par contre, c'est un argument un peu moins utilisé par les juges de droit continental ou de tradition de droit continental, ou alors c'est un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire que les juges des cours suprêmes de droit continental font du conséquentialisme sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et je voudrais essayer de vous en donner quelques illustrations. D'abord, première idée, c'est de dire que l'argument conséquentialiste s'inscrit dans une démarche réaliste et finaliste des cours suprêmes. Cette démarche réaliste et finaliste, elle se justifie, premier point, par le rôle social du juge. Et évidemment, le rôle social du juge en common law n'a rien à voir avec le rôle social du juge dans la tradition de droit continental. En common law, le juge est créateur de droit. Dans la tradition de droit continental, merci à Montesquieu pour cet héritage, le juge est la bouche de la loi, même si on sait qu'évidemment aujourd'hui, tout cela est dépassé. La conséquence, c'est que le juge qui recourt à l'argument conséquentialiste va utiliser une méthode assez singulière en termes de raisonnement, puisque cette méthode va consister à identifier des facteurs extra-juridiques qui vont venir fonder la décision. Et donc, en réalité, finalement, ces facteurs extra-juridiques, ce sont des facteurs qui sont d'ordre social, sociétal, éthique, moral, économique, politique, et qui vont en réalité servir de fondement au raisonnement du juge et de fondement à l'argumentation du juge. Du coup, clairement, la méthode conséquentialiste s'inscrit dans une logique que la doctrine anglo-saxonne appelle
le living constitutionalism, c'est-à-dire l'interprétation constitutionnelle du droit vivant, et plus généralement, la Cour italienne parle de la doctrine du droit vivant, c'est-à-dire on dépasse l'originalisme des pères fondateurs de la Constitution ou de l'autorité qui a écrit une norme pour aller dans une logique de projection, dans une logique réaliste, dans une logique finaliste. Et c'est très intéressant parce que cela induit des spécificités vraiment du raisonnement. Là où le juge, dans la tradition continentale, fonde son raisonnement sur le syllogisme, le juge de common law, qui va recourir au conséquentialisme, va inverser les présupposés du syllogisme et va finalement renverser complètement le raisonnement. Pourquoi ? Parce que recourir à l'argument conséquentialiste, c'est finalement argumenter par les conséquences. Et c'est finalement comparer les alternatives qui résulteraient de l'usage de l'une ou l'autre des normes envisagées pour en appréhender les conséquences prévisibles pour la vie pratique, la vie humaine, la vie sociale, la vie économique. Et puis c'est à l'issue d'une pesée des intérêts entre les conséquences favorables et les conséquences défavorables que le juge va arbitrer. On sort complètement de l'interprétation stricte du droit pour se projeter avec des facteurs extra-juridiques que l'on appelle en common law des policy preferences, c'est-à-dire finalement des considérations presque politiques, extra-juridiques, qui vont être au fondement du raisonnement du juge et qui me semblent renverser totalement le formalisme du syllogisme judiciaire. Inversion du raisonnement d'abord parce que ce sont l'évaluation des conséquences possibles d'une décision à la lumière de ce qui va être acceptable, à la lumière de ce qui va être raisonnable, qui va fonder la légitimité de la motivation du juge, et renversement aussi du sens de la motivation. Parce qu'en recourant à ce que j'appellerais ces justifications externes, en réalité, eh bien, on dessert l'étau dans lequel le juge est placé. Vous l'avez exprimé tout à l'heure, la motivation, c'est une démarche de justification. La motivation, elle a tendance à positionner le juge dans l'interprétation stricte du droit. Là, le recours aux policy preferences, le recours à l'argument extra-juridique, fait qu'on a une motivation totalement décomplexée, en réalité, puisque le syllogisme formel tombe au bénéfice d'une interprétation éminemment réaliste qui fait entrer dans la motivation et dans la justification du raisonnement judiciaire des logiques conséquentialistes. On est au cœur de ce que j'appellerais, ce que la doctrine justifie comme étant une vraie stratégie de légitimation sociale des cours, et des cours suprêmes notamment, à travers le recours à cet argument conséquentialiste. Alors la question que je me pose, pour terminer, si vous me laissez 3 minutes, Monsieur le Président, c'est la transposabilité de ce raisonnement aux cours suprêmes francophones. Puisque ce raisonnement, il est extrêmement séduisant, ce raisonnement, il est particulièrement pertinent, me semble-t-il, dans une démarche profondément pragmatique, dans une démarche profondément réaliste, mais, vous l'avez compris, ce raisonnement, il est intimement lié au rôle social du juge, au statut du juge et à l'acceptation du juge en tant que pouvoir parmi les pouvoirs publics et parmi les pouvoirs politiques. Ce qui ne pose évidemment aucun problème en common law, juge créateur du droit, et on sait la place de la jurisprudence et du précédent. Ce qui pose en revanche toutes les difficultés que vous connaissez en système de droit continental, dans lequel traditionnellement le juge n'est pas un pouvoir érigé au niveau identique, ou en tous les cas au statut identique aux deux autres. Quelle transposabilité donc aux cours suprêmes francophones ? Alors je suis un peu passé dans la jurisprudence juricaf, alors je n'ai pas exploité le million de décisions évidemment, mais j'ai un petit peu regardé et j'ai vu que certaines cours en réalité raisonnaient déjà de manière conséquentialiste, de manière réaliste, sans l'admettre en tant que tel, sans le formaliser en tant que tel, mais le conséquentialisme est déjà présent dans vos techniques de raisonnement, enfin je fais peut-être erreur, mais il est notamment présent, je trouve, et ça rejoint la deuxième table ronde, Monsieur le Président, soit au moment de la préparation de la décision, soit au moment du délibéré.
Mais le fait qu'ils n'apparaissent pas formellement, comme on va le trouver dans l'écriture des décisions de common law, le fait que le conséquentialisme n'apparaisse pas formellement dans la décision ne signifie pas que le raisonnement conséquentialiste soit absent de votre manière de travailler. Alors, je suis revenu, avant d'illustrer, aux deux justifications qui me semblent être celles du recours à l'argument conséquentialiste pour des juges de Cour suprême de tradition continentale. La première justification, c'est que, à mon sens, la grande dichotomie entre common law, civil law, elle a vécu, il faut être très clair. Tout ça a fait le bonheur de doing business à une certaine période. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une logique de mixité et d'hybridation des systèmes de droit, de mixité et d'hybridation des formations des juges, et que la vision légaliste du juge continental face à la vision jurisprudentielle et prétorienne du juge de common law, elle est dépassée. Le juge de common law a une vision légaliste, tout comme le juge de droit continental a une vision de son rôle qui est aussi très prétorienne et très créatrice. Donc, premier argument, cette hybridation des systèmes de droit et des cultures judiciaires n'interdit pas l'importation du raisonnement conséquentialiste pour les juges de droit continental. Le deuxième argument, il est de nature sociologique, me semble-t-il. Je ne vois pas bien, ou je ne comprendrai pas bien qu'aujourd'hui, un juge qui est un juge situé, qui est un juge dans la cité, qui est un juge dans l'État, qui a sa propre culture, qui intervient dans un propre contexte, je ne vois pas bien comment le juge ne peut pas prendre en compte aujourd'hui ce que j'appellerais les nouveaux paradigmes qui s'imposent au juge dans sa manière de juger, qu'on soit en tradition juridique de common law ou de droit continental. L'impératif éthique, l'impératif moral, ils sont nécessairement présents quand vous jugez, même s'ils n'apparaissent pas. De même, l'exigence de communication, l'exigence de justification de la décision, elle est présente. Et de ce point de vue-là, quel meilleur moyen que le recours à l'argument conséquentialiste pour faire de la pédagogie auprès de l'auditoire, auprès du public auquel s'adresse la décision de justice. Et ce, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans un souci d'une part d'intelligibilité de la décision et dans un souci d'équité et de justice du traitement de la décision. Donc pas d'obstacle pour moi à l'importation de ce type de raisonnement dans les méthodologies des cours suprêmes francophones. J'en veux pour preuve, et je conclurai par là pour ne pas abuser du temps, j'en veux pour preuve ce qui se passe au sein des juridictions suprêmes françaises, et je vous prie de me pardonner de revenir là au cas français que je connais juste un tout petit peu plus, mais je parle sous contrôle en ce qui concerne la Cour de cassation de Jean-Paul Jean. Je suis remonté notamment sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Compte tenu de l'objet même sur lequel la Chambre sociale travaille, j'ai trouvé des traces extrêmement fortes dès les années 1980 en réalité de raisonnement conséquentialiste dans la jurisprudence de la Chambre sociale. On pourrait faire le même type de raisonnement et d'enquête, j'allais dire, avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui de la même manière se livre à une démarche conséquentialiste. Le Conseil d'État français, même schéma. Alors, le Conseil d'État n'assume pas réellement cette démarche conséquentialiste, mais je l'ai identifié à deux moments, et à mon avis, ce sont des moments transposables aux autres cours suprêmes francophones. Premier moment, le recours à l'argument conséquentialiste dans les conclusions des rapporteurs publics. C'est très net. Alors, vous allez me dire, les conclusions des rapporteurs publics, ce n'est pas la décision. Oui, mais quand on sait que la décision, à 98%, suit les conclusions du rapporteur public, vous voyez, il y a un canal par lequel le conséquentialisme pénètre. Le deuxième moment, c'est lors du raisonnement du juge, et notamment quand le juge est amené à articuler le droit et le fait, et je pense notamment à toutes les jurisprudences du Conseil d'État sur la jurisprudence du bilan coût-avantage. Qu'est-ce que c'est que le bilan coût-avantage ? Jurisprudence Ville-Nouvelle-Est, si ce n'est la pesée des intérêts et le choix d'une décision en fonction de l'impact en termes de conséquences. Et alors le Conseil constitutionnel, et là le raisonnement du Conseil constitutionnel est aussi, à mon avis, le constat est aussi transposable aux cours constitutionnels francophones et aux autres cours suprêmes francophones. Conseil constitutionnel français, de la même manière, recourt au conséquentialisme, sans trop le dire, même s'il a modifié sa technique rédactionnelle. D'abord, il recourt au conséquentialisme, me semble-t-il, à travers les réserves d'interprétation.
quand il y a des réserves d'interprétation, on ne va pas faire ici la typologie des réserves, mais très clairement, quand la réserve est constructive ou quand elle est neutralisante, eh bien, c'est que le Conseil en amont a pesé les conséquences de l'impact de la neutralisation ou de la réécriture de la disposition. C'est très net. Deuxièmement, quand le Conseil constitutionnel rend une décision dans un délai d'urgence, quand il a 8 jours pour rendre une décision, nécessairement il procède à des études d'impact et la décision, elle va traduire aussi la conflictualité politique qui a justifié le raccourcissement du délai de jugement. Troisième moment d'apparition du conséquentialisme, et c'est valable, je pense, dans beaucoup de cours suprêmes, c'est la préparation de la décision en amont de la délibération avec la constitution des dossiers documentaires. Dans les dossiers documentaires qui sont soumis au Conseil constitutionnel, il y a des références doctrinales et il y a des éléments en termes d'évaluation des conséquences de la décision potentielle. Quatrième biais par lequel le conséquentialisme apparaît, à travers le raisonnement concret du Conseil constitutionnel. Vous savez, le contrôle de constitutionnalité concret, une fois que la loi est appliquée, eh bien c'est finalement, quand elle est soumise à l'interprétation du juge, c'est finalement le lieu par lequel le conséquentialisme rentre dans le raisonnement. Parce que quand le juge constitutionnel va être amené à abroger une disposition législative, eh bien qui est déjà entrée en vigueur, il va devoir faire la pesée des intérêts. L'exemple type, on pourra en reparler, c'est la décision garde à vue dans laquelle en 2010, le juge constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'absence d'avocat pendant la garde à vue. Il a fait une abrogation différée, et ce qui a justifié l'abrogation différée, c'est finalement, est-ce qu'il vaut mieux abroger immédiatement et faire tomber toutes les gardes à vue, ou est-ce qu'il vaut mieux décaler, maintenir des gardes à vue inconstitutionnelles, mais finalement, est-ce que cette solution n'est pas moins pire qu'une abrogation immédiate ? C'est du conséquentialisme. Bref, vous voyez, je pourrais poursuivre la litanie des exemples pour vous dire qu'en réalité, dans toutes les cours suprêmes francophones, implicitement ou explicitement, ce recours au conséquentialisme existe. Ce qui montre en conclusion que la motivation, me semble-t-il, n'est plus seulement l'expression de la justification de la décision et dans la décision. Elle est désormais plus que jamais, je crois, l'expression d'une argumentation sur la décision et de plus en plus hors la décision. Avec ce risque, me semble-t-il, de glisser doucement, subrepticement, de l'exigence de motivation à l'impératif de communication. Et derrière ce glissement à peine subtil, je dirais, se pose une question fondamentale, parce qu'au-delà de la technique rédactionnelle et au-delà du style judiciaire, c'est en réalité la question de l'office du juge, c'est en réalité la question de son statut dans le jeu des pouvoirs publics qui est fondamentalement questionnée. Monsieur le Président, j'ai été un tout petit peu long, mais je vous remercie pour votre patience et votre attention.